Alors, entre institutionnalisation et consumérisme, de quoi entendons-nous parler? Diversifier les prises en charge, individualiser les prises en charge, mettre en œuvre un projet individualisé, répondre aux attentes des familles et suivre les orientations des prescripteurs, tenir compte des projets de service et des moyens dont ceux-ci disposent, tenir un équilibre subtil entre adaptation des failles et adaptation aux familles. Voilà, trop rapidement résumé, les contraintes avec lesquelles vous avez à penser l'action. Adossée à la loi et porteuse d'un objectif d'insertion, la protection de l'enfance se doit de relayer les règles communes à la société, règles nécessaires à ce qu'il est désormais convenu d'appeler le vivre ensemble quand ce n'est pas le bien vivre ensemble. Les projets de service en sont l'expression, mais la commande sociale qui promeut les libertés individuelles invite nos organisations à laisser une place de plus en plus grande au choix de l'usager. Alors comment concilier projet de service et projet individuel, vivre ensemble et libertés individuelles? N'y a-t-il pas un risque que les usagers viennent chercher une aide, un soutien, une solution à leurs problèmes, comme ils vont faire leurs courses, dans une attitude de consommateur, faisant valoir leurs droits de consommateur? Je veux, j'ai droit, j'exige. Pour nous aider à déconstruire ces situations, ces représentations, commençons l'après-midi avec l'intervention d'un philosophe que plusieurs parmi nous auront plaisir à retrouver parce que c'est, je crois, la 3e fois qu'il nous rejoint pour des assises, Didier Marx, que j'ai plaisir à accueillir. J'aime bien dire de lui, non seulement que c'est un ami, que je l'aime bien, j'aime bien dire de lui qu'il a l'art de nous inviter à faire toujours un pas de côté, à décaler l'observation pour décaler la pensée et sans doute éclairer ainsi différemment ce que nous cherchons à comprendre. Alors, comment concilier l'individualisation des réponses avec la dimension collective du vivre ensemble? Comment faire société avec et au-delà des individus? Je laisse très volontiers la parole à Didier Marx. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai toujours l'habitude de te répondre qu'à force de placer la barre trop haut, on risque de passer en dessous. Donc je vais essayer de contribuer modestement à votre réflexion qui est déjà pas mal bousculée parce qu'on prépare des choses dans l'intimité de son bureau en connaissant un petit peu les sujets. Et puis, en arrivant ici, on rencontre des gens, on va au bar à tapas, on écoute les ateliers, les interventions et on bouge un peu dans ce qu'on avait prévu sur notamment cette question de qu'est-ce que c'est que vivre ensemble entre une situation comme celle-ci, la situation d'hier soir au bar à tapas, l'ambiance festive qui ouvre cet après-midi, le vivre ensemble en fait est déjà pas mal bousculé sur les manières de faire. Voilà. Donc je vous invite à faire même si je m'en nourris, je vous invite à faire à vous éloigner un petit peu de vos pratiques, de vos préoccupations, ce qui ne veut pas dire que je les ignore, pour peut-être mieux y revenir. La philosophie a quand même des effets. Si on pense par exemple cette question du projet, elle vient de Jean-Paul Sartre, philosophe. Si on veut réfléchir sur la question du mal, Hannah Arendt a dit beaucoup de choses et a développé son concept de banalité du mal. Si on veut parler du moi, du jeu, de l'individu, Descartes a posé les choses dès l'époque de la Renaissance, des Lumières. Il a déjà posé les choses. Donc la philosophie, si vous voulez, elle nous revient toujours, où elle pose quand même, elle interroge, elle pose des questions sur ce qu'on appelle aujourd'hui des... comment dit-on, des fondamentaux.
Oui, on est obligé de prendre les mots avec des pincettes quand même. Hein. Les intervenantes précédemment disaient il faut toujours questionner les évidences, mais c'est pour ça que je souris en prononçant le mot fondamentaux, et parce que évidemment ça ouvre tout un champ de réflexion. Donc je voudrais essayer avec vous, je dis plutôt essayer, hein, au sens de Montaigne, essayer quelques idées avec vous, hein, et voir ce qu'elles peuvent donner en fonction de vos propres réactions. Voilà. Alors, on dispose pour qu'on soit calé sur le temps. Nous avions normalement 1 heure. Donc, on les a plus. Donc, d'accord. Si par exemple, tu pouvais parler 45 à 50 minutes. Oui. Enfin, pardon. C'est largement. Non, 30 à 35 minutes. Oui. Excuse-moi. 30 à 35 minutes, ça nous laisserait 10 minutes d'échange. Oui. Ce serait franchement pas mal. Voilà. Bon, d'accord. Mais je t'en voudrais pas, non. Parce que c'est toi. D'accord, oui. Bon. Alors, je vais annoncer tout de suite la couleur, c'est que la conciliation entre l'individualisme, qui ne me semble pas un terme très approprié, mais je dirais plutôt l'individualisation, l'individuation, hein, ce processus sur lequel je vais revenir, et puis ce qu'on appelle peut-être rapidement la société, le collectif, etc., c'est inconciliable. Hein, pour que les choses soient pour moi claires, c'est inconciliable, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est toujours en dynamique. Hein, c'est toujours en dynamique, c'est toujours un équilibre fragile à trouver, et il n'y a pas, à mon avis, d'issue telle que de la manière dont la problématique est posée aujourd'hui, il n'y a pas d'issue de ce point de vue-là qui irait soit dans le sens de l'individu, soit dans le sens de la société, parce que l'un et l'autre ont leurs propres exigences sur lesquelles il va être difficile de renoncer, sauf à les faire disparaître. Donc, je voudrais vous proposer quelques éclairages, hein, quelques points de vue sur cette thématique. Alors, la première, c'est qui est aussi un embarras dans lequel je me trouve fréquemment, puisque le philosophe manie des concepts, manie des notions, etc. Et puis, bien évidemment, il est à tout moment, s'il veut bien être disponible, eh bien, le réel lui claque régulièrement à la figure. Hein. Encore ce matin, le réel me claque à la figure, me dit, voilà, il m'oblige, il contrarie les notions, les concepts, il y a une force du réel qui nous empêche effectivement d'avoir un propos trop général. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, mais en tous les cas, ça indique là quand même une tension entre les deux. Donc, ce que je voulais dire en préalable, c'est que cette question, alors, je vais utiliser plusieurs formules, hein, parce que le temps est trop court pour développer, mais individu, collectif, individu, société, vivre ensemble, ou que sais-je encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la vie ordinaire, cet aspect-là n'a pas d'intérêt théorique. Hein. Il n'a pas, au sens où nous vivons ensemble. Hein, c'est une évidence. La preuve, c'est que nous vivons ensemble de différentes manières. Nous faisons société, et puis nous faisons société sans que ça suscite nécessairement un intérêt théorique ou un questionnement. Pour qu'il y ait un questionnement sur ce rapport, pour que nous puissions y réfléchir, il faut changer de lieu et venir dans une conférence, aller dans un livre ou dans une formation où il va être question du rapport entre individu et collectif. Mais dans la vie ordinaire, à part quelques situations problématiques où, parce que ce sont les situations problématiques, c'est paradoxal d'ailleurs, qui nous font réfléchir, hein, les situations joyeuses, agréables ne portent pas forcément à la réflexion. C'est quand nous commençons, c'est un peu janséniste, mais quand nous commençons à souffrir, on commence à s'interroger. Mais bon, c'est dans les situations problématiques que cette question du rapport à la société, cette question du rapport à l'autre, hein, pour faire vite, va se poser, hein, qu'on retrouve dans le langage, par exemple, quand même les gens ils s'en font pas.
Hein, les gens s'en font pas, ou quand je suis verbalisé par un agent, effectivement, là je prends conscience qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une société policée, d'un ordre social qui s'impose à moi, et je le formule pas comme ça, mais en tous les cas, les noms d'oiseaux que j'emploie pour qualifier la force publique me renseignent sur la sensibilité que j'ai pour ce rapport à la société, ce rapport à l'autre. Donc on pourrait multiplier les exemples du quotidien où nous sommes à un moment ou à un autre confrontés ou amenés à nous interroger sur ce qu'est la société, ce que sont les autres, etc., etc. Tant que nous sommes dans la ressemblance, hein, quand nous sommes entre nous, bien, nous vivons plus ou moins bien ensemble, à part quelques conflits ponctuels, on vit plus ou moins bien ensemble. L'affaire va se compliquer quand, effectivement, on n'est plus tout à fait dans la ressemblance, et vous en savez quelque chose, vu les populations avec lesquelles vous travaillez. Il y a un moment où nous sommes confrontés à des situations où le rapport à l'autre, à ce qui est autre chose que nous, va se poser de manière avec beaucoup plus d'acuité. Voilà. Donc, simplement, cette question du rapport individu-collectif, bon, c'est vrai que c'est une préoccupation, je vais y revenir, c'est une préoccupation qui est datée, mais elle a pris aujourd'hui une acuité particulière. Hein. Alors, à la fois pour des phénomènes que j'espère, mais je peux toujours espérer, des phénomènes conjoncturels, les guerres, les attentats, les injustices sociales, les inégalités font que, mais qu'est-ce que ça veut dire que vivre ensemble ? Comment peut-on vivre ensemble quand une société est tiraillée, quand elle est traversée par des tensions comme celle-là, par des événements encore récents en Belgique, nous claquent à la figure. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre ensemble ? Et il y a aussi une dimension plus structurelle, et que je poserai en ces termes-là, c'est que nous arrivons au bout d'un processus qui est une exacerbation de l'individualisme, de l'individuation, qui fait que cette exacerbation de l'individualisme, du moi, du je, du sujet, enfin ce que vous voulez, eh bien, rentre dans des contradictions très fortes avec une exigence qui est une exigence sociale et une exigence de faire société. Alors, si vous voulez bien bon, je vous dis si vous voulez bien, de toute façon, si vous voulez pas, je le ferai quand même, donc pas la peine de... Ça, c'est des trucs de prof, bon, enfin, je peux pas m'en séparer, voilà, bon. Ou c'est comme chacun sait, même si on sait pas, on va pas le dire, quoi. Voilà. Bon, alors, excusez-moi pour chasser le naturel, il revient au galop, mais bon. Alors, oui, je voudrais décrire d'abord, avant de faire un petit historique rapide, je voudrais décrire, voilà, il y a un phénomène aujourd'hui qui pousse donc à la diversification, à la diversité, à la multiplicité, etc., à la prise en compte des attentes, des besoins, etc., des individus. Et puis, il y a une autre tendance qui est bien sûr celle de faire société à travers des concepts généraux, comme sur le plan politique, la question, la République par exemple, la res publica, qui vise, elle, au contraire, à rassembler, à unifier, à homogénéiser un corps social. Je parle de République, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'instituer, de l'institution, des règles, des lois, etc. Et d'ailleurs, j'entendais récemment dans un débat à propos de la loi sur le travail qu'il y avait effectivement qu'il y avait trop de lois et que ces lois contrarier justement des processus qui relevaient plutôt des attentes individuelles ou privées. Donc avant, la chose était relativement claire. Si vous voulez, il y avait, on va dire 68 pour faire vite, il y avait un ordre bourgeois, et à cet ordre bourgeois, on opposait
un ordre prolétarien ou en tous les cas un autre ordre plus libertaire. C'était la substitution d'un ordre pour un ordre. Là, les choses ont un peu changé, enfin c'est même qu'elles ont pas mal changé. C'est d'un côté, il y a, et puis donc pour cette période, ordre comme ordre, il était clair que d'un côté c'était la droite et de l'autre côté c'était la gauche. Aujourd'hui, il semblerait que les forces de progrès soient du côté de l'idée de la diversification, de la multiplicité, des parcours individualisés, etc., etc. Et de l'autre, le conservatisme serait du côté des volontés de toujours unifier, rassembler derrière des mots d'ordre ou derrière des procédures ou que sais-je encore. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette idée de la diversification, de la multiplicité, correspond tout à fait à une philosophie libérale et néolibérale. Hein, c'est-à-dire que pour l'ordre libéral, ça te fait rire. Oui, parce que je crois que personne ici ne s'attendait à entendre que la diversification dont chacun se veut porteur soit de l'ordre du libéralisme ou d'un néolibéralisme. Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Tu m'as fait venir, alors rien. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaie des idées, hein, donc vous pourrez toujours les contrarier quand vous le voudrez tout à l'heure. Enfin, si, quand même. Quand je parle de philosophie libérale, je fais pas de politique. Enfin, même si vous avez tout de suite compris où j'étais, mais enfin, du point de vue strictement de la philosophie libérale, le libéralisme, bon, et sa version néolibérale, le libéralisme, c'est éviter, et depuis Smith, etc., c'est éviter au maximum ce qui pourrait s'apparenter à des lois, des règles qui régissent un marché qui, normalement, pourrait aller fonctionner de lui-même. C'est-à-dire que le marché, pour la philosophie libérale, composé d'individus qui ont des intérêts privés, le marché, si vous voulez, s'autorégule. Et au bout du compte, même s'il rencontre quelques crises, quelques difficultés, au bout du compte, ce marché eh bien, va s'autoréguler sans qu'il y ait besoin d'énoncer des valeurs, des lois ou que sais-je. Bon, je schématise, hein, je caricature, mais en gros, l'esprit de la philosophie libérale est néolibéral, a fortiori, et de ce côté-là. Et si vous voulez, dans la fable des abeilles, où les crapules, c'est la fable des abeilles de Mandeville, où les crapules viraient au net, les vices privés font la vertu publique. Et donc, les vices privés font la vertu publique, ce qui veut dire qu'il faut nécessairement laisser s'exprimer les vices privés, autrement dit les intérêts privés, les attentes, les besoins des individus, et on comprend pourquoi l'individualisme est complètement solidaire du libéralisme, c'est que, eh bien, il faut laisser les individus exprimer jusqu'au bout leurs désirs, leurs attentes, etc. C'est en ce sens que je dis diversifier la multiplicité, la diversité s'inscrit plus dans une philosophie libérale que dans une philosophie qu'on qualifierait plus kantienne, hein, du philosophe Emmanuel Kant, qui lui, au contraire, pense que les institutions sont nécessaires pour rendre, comme il dit, rendre vertueux les diables. Hein, parce que Kant, lui, pense qu'au contraire, on ne peut pas, les intérêts privés doivent toujours être régulés, réglementés par des dispositifs transcendants. Or, vous voyez la complexité aujourd'hui. Autant on a envie d'adhérer, et il faut le faire dans la pratique, à l'idée de diversification, de multiplicité, de diversité, contre tout ce qui, en tendance, voudrait réglementer, régulariser. On aurait tendance à y adhérer, mais je voudrais ici attirer votre attention quand même sur un phénomène qui peut être un phénomène insidieux et peut porter son contraire par rapport aux bonnes intentions qu'on peut avoir. Moi qui viens de
de l'éducation nationale, je vois comment, effectivement, insidieusement, dans le fonctionnement, dans les parcours individualisés, dans la pédagogie adaptée, dans tous ces dispositifs que nous connaissons dans l'éducation nationale, eh bien, introduisent un modèle de pensée qui est un modèle de pensée en rupture avec le modèle qu'on va appeler, bon, pour faire vite, le modèle républicain. Donc il y a là une attention. Alors, bien évidemment, cette tension-là, on va tenter de la... Parce que les deux disparaissent pas. Et il y a quelque chose qui... Parce que je l'ai pratiqué, parce que j'ai aidé justement à l'élaboration de projets, il me semble que le projet, en même temps qu'il peut être émancipateur, la notion de projet, en même temps qu'elle est émancipatrice, est en même temps un système répressif. C'est-à-dire que, en même temps que, pour l'avoir vécu, c'est qu'en même temps que dans le projet, qu'est-ce que je fais? Je pars des attentes des individus, je m'entretiens avec eux, je leur fais exprimer leurs besoins, qu'est-ce que vous voudriez, etc., etc. Et très vite, à un moment, au moment de la réalisation du projet, eh bien, je suis confronté à une autre réalité qui m'empêche, sur le fond, qui m'empêche d'aller jusqu'au bout de la satisfaction des besoins qui ont été exprimés. Donc, la démarche de projet, elle est en elle-même, mais c'est un principe, si vous voulez, c'est peut-être un exercice de pensée à avoir, c'est qu'on a souvent... Si vous voulez, c'est la médaille. Il y a l'avers et le revers de la médaille, ou comme on en parlait hier soir en buvant un peu de vin, mais là on était encore lucide, c'est celui de Lao Tse ou Virilio, c'est quand vous inventez le bateau, vous inventez le naufrage en même temps. Espérons que tous les bateaux ne sont pas des Titanic, mais comme méthode de pensée, il est intéressant de dire... Quand je mets en place un projet, par exemple, la démarche de projet, elle contient en elle-même quelque chose de pervers qui peut aller à l'encontre de mes intentions. Donc, pas nécessairement, et puis ça peut rester que virtuel. Mais en termes de méthode de pensée, il y a là quelque chose qui peut être fructueux, ne serait-ce que pour nous rendre vigilants. Voilà. Alors, je vais examiner avec vous 2 ou 3 points. Un point un peu historique, rapide, sur la façon dont s'est construit ce rapport individu-collectif, parce qu'il faut le mettre en perspective. Ensuite, j'évoquerai quelques variations sur le thème, une fois que ce rapport s'est mis en place dans notre histoire, et pour le situer au niveau de la Renaissance et des Lumières, quelques variations sur le thème, et j'aborderai cette notion qui s'appelle le vivre ensemble, quelquefois qui s'appelle le mieux vivre ensemble aussi, ou le bien vivre ensemble, et vous voyez que le ton que j'emploie laisse entendre que mon propos va être peut-être un peu critique. Et puis, j'offrirai à la fin une autre perspective, une sortie du vivre ensemble, mais je ne vous donne pas la fin parce que sinon ce ne serait pas drôle. Alors, d'un point de vue historique, très rapidement, on aurait tendance à penser que cette question de l'individu, individu-société, est une question qui a hanté les individus depuis l'aube des temps. Non. C'est-à-dire que, pour ne faire référence qu'à la société grecque, l'individu ne peut pas se penser en dehors de la société. Il est apolis, sinon il est apolis, il est apolitique, c'est-à-dire qu'il est en dehors de la cité, c'est-à-dire que c'est un demi-dieu ou un sauvage, mais ça n'est plus un humain. Donc on ne peut pas... l'homme grec fait partie d'une cité, il fait partie d'un cosmos, d'un ordre cosmique avec lequel il essaie de rester en équilibre, en harmonie. Donc pouvoir se penser comme individu, comme nous le faisons maintenant avec un moi psychologique, un jeu, etc., et voir autre chose derrière, un inconscient, c'est quelque chose d'impensable dans la société grecque, et c'est exactement le cas. Ça, c'est Aristote nous dit que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire il n'est homme que parce qu'il est dans une cité.
hein, parce qu'il vit dans une cité. Et ce qui prime d'abord, c'est la cité, et ce n'est pas du tout l'individu en tant que tel. Le Moyen-Âge va fonctionner à peu près sur ce même schéma, hein, où tout est dans tout et tout se tient, et qui fait que l'homme en tant que tel, l'homme des droits de l'homme n'existe pas encore. Le serf est un serf, le seigneur est un seigneur. On n'y ajoute pas une catégorie qui s'appellerait l'homme. Alors qu'à partir de la Renaissance, c'est la naissance de l'individu. Hein. Alors bien sûr, l'individu, il est au sens du verbe être, c'est-à-dire qu'il existe physiquement comme entité, mais il va se mettre à exister à partir du moment où je vais le nommer différemment. Et à ce moment-là, à la Renaissance, au moment des Lumières, l'individu devient un sujet économique, un sujet juridique, un sujet politique, un sujet psychologique, et sous ces statuts, il va se placer, si vous voulez, autant dans l'ordre cosmique grec, il est dans le monde, autant là, il sort du monde et il va devenir, ce que dira Descartes, je vais pouvoir enfin devenir comme maître et possesseur de la nature. On voit ce que ça donne du point de vue écologique aujourd'hui, mais bon, en tous les cas, c'était l'idée du progrès, hein, grâce à cette maîtrise que nous pourrions avoir en connaissant le monde, en le désenchantant au fur et à mesure et en nous en rendant comme maître et possesseur. Mais Descartes ne fait pas que ça. Descartes va dire « je pense, donc je suis ». Sur le plan philosophique, il va installer le jeu, le moi, enfin pas tel que nous le connaissons aujourd'hui, parce que ce jeu et ce moi va connaître un renforcement progressif grâce aux sciences humaines et sociales, va connaître un renforcement progressif et va devenir aujourd'hui le moi qui est au centre du monde, au centre de tout. Il y a beaucoup aujourd'hui, on met plein de monde au centre. Hein, tout le monde est au centre, les usés, l'enfant, le vieux, l'adolescent, enfin, etc. Tout le monde est au centre, ce qui fait qu'il ne reste plus personne à l'extérieur, mais en tous les cas, tout le monde est au centre. Voilà. Alors, il y a peut-être et ce moi, si vous voulez, ne cessera de se renforcer, et comme la grenouille de la fable, hein, à vouloir se gonfler pour égaler et dépasser le bœuf, ici la société, le collectif, risque d'éclater, lui qui n'était pas, je reprends la phrase en la transformant, pas gros tout comme un œuf, envieux, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, le chétif pécore s'enfla si bien qu'il creva. Alors, ce moi va crever. Parce que, si vous voulez, si vous posez, vous allez jusqu'au bout d'un processus, et sauf à considérer que nous sommes arrivés au bout, à l'apothéose, hein, c'est-à-dire que enfin nous sommes arrivés au bout de ce que les sociétés pouvaient produire, sauf à penser cela, on peut penser que le moi, qui est une figure qui date de 3-4 siècles, est une figure qui peut disparaître. Et je montrerai tout à l'heure comment, effectivement, ce moi, parce qu'on a parlé beaucoup de segmentation, hein, de fractionnement, etc., comment ce moi va se retrouver progressivement dans cette image que j'aime beaucoup de Woody Allen, comme le caméléon sur la couverture écossaise. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir à la couleur qu'il est en train de prendre. Et donc ce caméléon, ce moi ne sachant plus, alors version grand livre, ne sachant plus à quel sein se vouer, eh bien, est dans une position, version psychologique, dans une position incongruente, tiraillé effectivement par différentes dimensions dans lesquelles il ne peut plus se retrouver. Et Michel Foucault l'avait bien indiqué, avait indiqué que là aussi on est dans un des paradoxes, c'est-à-dire que plus je connais le moi, plus je le fragmente, plus je le divise, plus je le sépare et plus j'en perds la globalité. Et donc plus je l'éclate. Hein. Et donc il y a un processus, et là aussi c'est une hypothèse de travail, c'est en quoi ma connaissance de ce moi psychologique ou sociologique ou que sais-je va produire son effet contraire et va aboutir à la disparition, comme disait Michel Foucault, à la disparition de cette entité. Mais enfin, bon, ça nous éloigne peut-être, mais gardons-le à l'esprit, gardons à l'esprit ce paradoxe, c'est qu'à trop vouloir connaître,
on méconnaît. Alors, sur cette base, si vous voulez, on a beaucoup de variations sur ce thème-là, sur comment concilier l'individu, ses passions, sa démesure, son hybris avec la société d'ordre et de mesure. Dionysos, la deux-mesure contre Apollon, l'ordre, ou dans des versions plus modernes, concilier l'exigence démocratique avec le souci républicain, concilier le privé avec le public. Un mot sur le rapport que je prends à Régis Debray, sur le rapport entre démocratie et république. La démocratie, si vous voulez, nous dit Régis Debray, poussée jusqu'au bout, la démocratie, c'est effectivement l'attention aux volontés individuelles, aux désirs individuels. C'est dans son principe, et notamment dans ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement prendre en compte jusqu'au bout les aspirations de l'individu. Donc on voit tout de suite que c'est en contradiction avec ce qu'on appelle la res publica, c'est-à-dire l'intérêt général. La question va être, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc je ne développe pas, c'est comment, effectivement, je vais pouvoir articuler l'exigence démocratique avec l'intérêt général, avec la res publica. On est resté, en fait, et aussi, et ça c'est peut-être un autre élément qui peut nous intéresser, c'est que c'est déjà présent dans le principe même de l'éducation. Alors, c'est déjà présent dans la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières qui inspire beaucoup de nos travaux, c'est l'émancipation de l'individu. J'avais un voisin de table tout à l'heure où nous avons parlé beaucoup de l'autonomie des individus. L'autonomie d'un individu, c'est pas son émancipation, c'est pas aller vers un lieu qui serait débarrassé de toute détermination. L'autonomie, elle est toujours, comme dirait Spinoza, c'est l'autonomie, c'est passer d'une détermination à une autre détermination. C'est-à-dire, c'est l'adolescent qui claque la porte de chez ses parents pour dire « maintenant, je m'engage dans l'armée ». Alors, certes, il change de détermination, sauf que la deuxième, s'engager dans l'armée, il la vit sur un mode plus joyeux que celui précédemment. Bon, il en reviendra vite, mais en tous les cas, il est dans cette logique-là. Dans l'émancipation, si vous voulez, les Lumières, si on revient à l'idée première des Lumières, l'émancipation passe par la répression. Elle passe par la répression des passions, elle passe par la répression des désirs. C'est-à-dire que pour m'émanciper, il faut que je cède sur mes aspirations, et pour les orienter vers ce qui concerne la volonté générale dans la construction de l'intérêt général. Et ce principe, et là encore, vous voyez toujours le bateau et le naufrage, c'est que ce principe, il existe déjà même chez Platon, quand il veut nous faire sortir de la caverne, sortir les imbéciles là, qui regardent la télé depuis un moment dans la caverne et qui croient que la télé, c'est la réalité. Enfin, ce sont que des ombres, mais il veut les faire sortir de la caverne pour aller leur dire la vérité, c'est ailleurs, c'est au soleil, etc. Sortez de chez vous, vous verrez autre chose que ce que vous croyez, ce que vous prenez comme vrai. Et donc, il y a toujours dans le principe éducatif, que vous connaissez bien, il y a toujours cette tension entre, d'une part, mettre hors de soi, vouloir mettre quelqu'un hors de lui-même contre ses aspirations premières, ses désirs premiers. Et cette tension-là, là encore, il n'y a pas de résolution possible. C'est toujours un équilibre, une dynamique constante. C'est vrai que nous, occidentaux, nous avons tendance à vouloir toujours résoudre les contradictions, et c'est-à-dire quand on a deux termes comme ça qui se contrarient, il faut qu'on en élimine un. Ce qui n'est pas le cas de la philosophie chinoise. La philosophie chinoise dit « laissez aller les contradictions, laissez-les se développer tranquillement, vous allez voir, elles vont commencer à s'apprivoiser et à vivre en bonne entente. Mais ne tentez surtout pas de les résoudre trop tôt. Mais nous, dans notre conception occidentale, dès qu'il y a un problème, il nous faut tout de suite une solution. Et ça, c'est quand même peut-être aussi à réfléchir sur
cette capacité que nous pourrions avoir à maintenir ensemble les contradictions, c'est-à-dire à ne pas en être trop affectés tout de suite, à les laisser vivre, et nous dirait peut-être que la juste, comme disait Mao Tse-tung, la juste résolution des contradictions au sein du peuple, petit livre rouge, et peut-être... Bah, j'ai un passé, moi, qu'est-ce que tu veux C'est une époque. C'est une époque, mais bon, ça me sert de référence. Mais comme l'évangile selon saint Jean, bon, il est pas rouge, mais il me sert aussi de référence. Bah, si, comment Mao. Et donc, oui, Mao, bah, c'est parce qu'il est toujours en train de rigoler quand je dis quelque chose. Et voilà, donc il m'interrompt et après il va me dire tu respectes pas le temps. C'est même ce qui m'autorise à te dire que... Alors oui, chez Mao Tse-tung, dans la juste résolution des contradictions au sein du peuple, c'est justement la juste résolution des contradictions, c'est les laisser se développer, les laisser vivre entre elles, pour ensuite trouver éventuellement quelque chose qui serait de l'ordre d'une solution. Mais la solution, elle ne passe pas par la résorption des contradictions, c'est-à-dire comme dans la dialectique classique, on les efface, mais au contraire par leur maintien pour une autre orientation. Vous voyez ? Et là, mais pour nous, intellectuellement, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas dans nos structures mentales. Hein. Nous, on a bien besoin de l'être, de la stabilité, des entités, etc. Nous, on n'est pas trop dans les phénomènes dynamiques. Voilà. Bon, parenthèse sur Mao Tse-tung. Alors, je voudrais aborder maintenant le vivre ensemble. Le vivre ensemble, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, on vit ensemble et on vit ensemble de manière très très différente. Hein. Je citais quelques exemples, celui-ci, là, celui que nous vivons ensemble. Nous sommes, alors quelle est la nature de cet ensemble ? Cette conférence fait que nous sommes quand même plus ou moins réunis, plutôt plus, nous sommes réunis par rapport à une finalité hein, qui fait que notre ensemble, il est de nature... Alors, je reviens à mon bar à tapas parce que c'est mon dernière expérience vécue d'expérience ensemble, mais qui n'est pas de même nature, mais qui est festive, etc. Mais voilà une autre façon de vivre ensemble. Ce que je veux indiquer par ces deux exemples-là, c'est que déjà, on a un concept vivre ensemble, ça recouvre des situations tellement différentes que le concept, il a une telle extension qu'on en perd, bien sûr, qu'on le perd en compréhension, hein, qu'il s'agisse... On passe notre temps à faire en sorte que la société tienne debout. Hein. On va sortir, on va prendre une voiture. Quand on observe le fonctionnement de ce qu'on appelle la société, alors là aussi c'est un concept vide, et même si on ajoute moderne, ça ne change rien du tout. Une société moderne, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique rien. Ça indique simplement un assemblage d'individus. Mais quand nous allons sortir, nous prenons la voiture, nous allons traverser. C'est incroyable comme la façon dont les choses s'harmonisent, se régulent, etc., sans qu'il y ait besoin d'efforts particuliers. Et il me semble que le premier constat que nous devons faire, c'est que nous vivons plutôt bien ensemble. Hein, c'est-à-dire que même si nous faisons comme si, hein, souvent dans les formules de politesse, après vous, je vous en prie, etc., même si on n'en pense pas moins, mais enfin, en tous les cas, on fait comme si nous étions dans un bon rapport ensemble. Et c'est cette énergie que nous dépensons qui fait que la société, malgré tout, garde un peu d'allure, en tous les cas, en ce qui concerne la nôtre. Donc, voilà, nous vivons ensemble, nous dépendons des uns des autres et pour beaucoup, et 80 dans nos routines, nos habitudes, etc., que ce soit au boulot, dans la famille, etc. Voilà, on est ensemble et je ne vais pas dire condamné à être ensemble, mais heureusement à être ensemble. Donc il y a trop de diversité ce vivre ensemble recouvre, à mon avis, trop de diversité pour que ce soit un concept vraiment opératoire. Ça ne veut pas dire que je l'abandonne tout de suite, mais en tous les cas, ça veut dire qu'il est déjà difficile. Comment voulez-vous, enfin moi personnellement, peut-être vous, j'en sais rien, mais moi je ne peux pas vivre avec Bernard Tapie, par exemple. Je ne peux pas vivre avec, qu'est-ce qu'il y avait encore, Cahuzac. Avec Mao, j'ai un peu de difficulté, sauf j'en prends des bribes, mais ce qu'on peut faire de temps en temps. Mais vous voyez,
Alors certains, bon, peut-être, c'est la question que pose Hannah Arendt, avec qui voudriez-vous partir en vacances, etc., avec Johnny Hallyday ou avec je ne sais pas qui encore. Vous voyez, donc ce vivre ensemble, à travers bon, un peu la boutade, veut dire qu'on ne vit pas ensemble avec n'importe qui dès lors qu'on veut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et quand on dit, d'ailleurs, dans le langage, on vit ensemble, souvent ça désigne un couple. Hein. On ne l'utilise pas autrement, enfin, à ma connaissance, dans le langage courant. La seule fois où on utilise assez proprement le mot ensemble, c'est quand on dit « alors vous vivez ensemble », ça veut dire qu'on vit en couple, etc. Hein. Il me semble que là, il y a une signification assez précise de ce que c'est que vivre ensemble. Sinon, le concept me semble quand même trop vague pour être utilisé de manière efficace. Alors pourtant, qu'est-ce que ça veut dire alors? Pourquoi on l'utilise? Pourquoi dans tous les discours politiques, que sais-je encore, ici même, hein, on emploie le vivre ensemble? Quelle est sa fonction réelle? À quoi sert-il? On avait déjà, avec Michel, justement, dans La tyrannie du bien vieillir, on avait attiré l'attention sur ce procédé qui consiste à passer d'une réalité de la vie, hein, nous vivons ensemble, à un concept qui s'appelle le vivre ensemble. Et nous avions travaillé sur vieillir bien, pourquoi ça devient le bien vieillir. Hein. Aujourd'hui, vous avez courir devient le bien courir, manger devient le bien manger, mourir devient le bien mourir, baiser devient le bien baiser, etc., etc. Je savais que ça allait vous réveiller, ça. Et quelquefois, on se fait bien, ouais. Merci, Michel. Et donc, vous voyez, il y a quand même une interrogation à avoir sur cette manie qui consiste à prendre une réalité et à la transposer en substantif. Mais ce n'est pas simplement anodin, c'est que dans ce passage de la réalité au substantif, on y laisse, métaphore gallinacée, on y laisse des plumes. C'est-à-dire que ce que dit Spinoza à propos du chien, chacun a peut-être des chiens, des chats, j'en sais rien, particuliers, singuliers, etc. Et puis on va créer le concept de chien. Et comme dit Spinoza, le concept de chien n'aboie pas. Non, on ne peut pas l'entendre. Il n'y a que les chiens particuliers, singuliers qui aboient. Le concept de chien, lui, n'aboie pas. Et donc, ce que veut dire Spinoza, alors pour le chien, ça ne pose pas de problème, ça nous permet de discuter des chiens, etc. Mais en ce qui concerne tous ces concepts qui nous comme le bien mourir, le vivre ensemble, là, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire, quelle est la fonction alors de ce concept et qu'est-ce qu'il veut réaliser? Alors, 2 éléments, si vous voulez. Où est-ce que j'en suis là? Donc, ça va. 2 éléments. Oui. Oh non. Plus 1. Alors, simplement, c'est qu'il a, à mon avis, 2 fonctions. Je reviens donc à cette dimension que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous arrivons dans une situation telle qu'avec ce qu'on appelle la montée de l'individualisme, ça rend de plus en plus incompatible avec l'idée qu'on pourrait homogénéiser, unifier la société. Ceci dit de manière caricaturale. Et il y a donc là, et puis plus les événements conjoncturels que je maniais tout à l'heure. Donc ce vivre ensemble, qui est aussi quelquefois du bien ou du mieux vivre ensemble, eh bien, peut servir, à mon sens, peut avoir 2 fonctions. Il peut avoir une fonction du genre nous vivons ensemble, donc c'est le monde, j'entendais mes voisines tout à l'heure parler du monde de bisounours, hein, comme on utilise. C'est un monde sans aspérité, un monde sans conflit, un monde apaisé, où il n'y a pas de différence d'intérêt, il n'y a pas de différence de classe, il n'y a pas de différence de... Et pourtant, vous l'avez mentionné, hein, au cours, notamment dans la table ronde, on voit bien qu'il y a des tensions dans la société, que les finalités que les uns ont ne correspondent pas forcément à d'autres finalités.
Donc il y a une fonction qui serait idéologique du vivre ensemble, hein, qui viserait justement à dire aimez-vous les uns les autres, version chrétienne, aimez-vous les uns les autres, et surtout n'essayez pas de, de revendiquer, de réclamer, etc., parce que vous comprenez, dans la situation dans laquelle on est, il faut que chacun prenne un peu son parti et puis baisse un peu sur ses exigences, etc. Donc dans ce cas, effectivement, il y a une aspiration, il y aurait un mot d'ordre qui serait bien vivons ensemble. Par contre, l'autre fonction du vivre ensemble, c'est au contraire, nous sentons, et vous, je l'ai senti à travers ce qui s'est dit, c'est qu'il y a une aspiration forte compte tenu des risques de désintégration de la société, de séparation des individus entre eux, de leur cloisonnement, de leur, ce qu'on appelle de leur assignation à résidence, qui n'est pas simplement liée à l'état d'urgence, mais qui fait qu'on colle les individus dans leur appartement pendant des heures et des heures, en les empêchant, entre guillemets, de sortir, parce que simplement ils peuvent regarder. Vous voyez, on a quand même cette réalité qui fait que cette société, elle est quand même capable de fixer entre 20 millions de personnes au même moment, dans la même situation, notamment quand il s'agit d'un match de football. Hein. C'est-à-dire que vous avez 20 millions de personnes qui sont assises sur leur canapé et qui, pendant 2 heures et demie, peuvent être localisées comme étant devant leur canapé. Donc dans une société, si on prend cette image, dans une société de contrôle, voilà une société qui est tout à fait intéressante. Donc il y a un mécanisme d'assignation à résidence, de séparation, de fragmentation de la société qu'on perçoit ici et là à travers les objets. Mais en même temps, il y a cette aspiration, donc en contrepoint, cette aspiration forte à faire et à agir ensemble. Alors le mot « agir ensemble » m'amène à la fin. Je te vois sourire. C'est que plutôt que vivre ensemble, et vous en avez fait encore aujourd'hui la démonstration, c'est que bien nous fabriquons ici et là du commun. Plutôt que vivre ensemble, je proposerais plutôt le terme agir ensemble. Et là, je veux bien utiliser un substantif qui s'appellerait l'agir ensemble et qui consisterait à passer de ce que Sartre appelle la pratico-inerte, c'est-à-dire celle où nous nous retrouvons les uns à côté des autres à attendre le bus ou dans le train à être plongés dans nos ordinateurs, nos livres ou nos journaux ou que sais-je encore, où nous sommes séparés. Il se fait que le train s'arrête pour qu'à ce moment-là, les têtes se relèvent, se regardent et se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, deuxième étape, elles se disent « mais il y en a marre, c'est toujours comme ça, on va signer une pétition ». On passe du pratico-inerte, on passe à la praxis, on passe du vivre ensemble, on passe à l'agir ensemble. Et il me semble que, alors peut-être un clin d'œil pour terminer, je préférerais, si vous voulez, à « je le vaux bien et ceci est mon choix » à hashtag « on vaut plus que ça ». Oh, merci. 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 10 minutes maximum pour quelques réactions, échanges, questions ou commentaires, réactions en tout cas, à ce que nous venons d'entendre. Prenons bien conscience qu'un philosophe capable de citer aujourd'hui Mao dans le texte, il y en avait un et vous l'avez rencontré, capable en plus d'aller faire ça dans un bar à tapas, il y en avait un et vous l'avez rencontré. Donc savourez. Allez, est-ce que tel ou tel d'entre nous souhaiterait interroger ce passage du vivre ensemble à agir ensemble? Hashtag je vaux plus que ça. Est-ce que vous souhaitez réagir? Alors, on vous apporte le micro. Donc on est au milieu de la salle. Oui. Merci, Stéphane Corbin. J'étais au bar à tapas, donc j'ai une avance sur les autres. Non, c'est à propos de l'aspiration à vivre ensemble. Est-ce qu'il y a véritablement une aspiration à vivre ensemble? Et s'il y a une singularité de l'époque, justement, est-ce qu'elle n'est pas
à l'envers de ce que tu supposes dans cette aspiration à vivre ensemble. Et est-ce qu'on vit ensemble parce qu'il y a une aspiration à vivre ensemble, ce qui pourrait être assez précieux, ou est-ce que malheureusement le vivre ensemble ne peut exister que parce qu'il y a une obligation à vivre ensemble, ce qui est différent? De fait, on vit ensemble, hein, comme je le disais, quand on est en bagnole, quand on est piéton, etc. D'accord. Je suis pas tout à fait sûr. Bon, c'est pas forcément une aspiration, mais bon, c'est une nécessité. Simplement, c'est que le vivre ensemble, il est. Alors, c'est une interrogation que je vais vous renvoyer. C'est que le vivre ensemble, il est dans l'ordre de la ressemblance, du même. Hein, c'est-à-dire que tant que nous nous ressemblons, tant que nous sommes à peu près dans la même culture, etc., on peut vivre ensemble, hein, globalement, on peut se retrouver. Où ça devient délicat, et je crois que c'est tout à fait ce que vous vivez, c'est quand nous avons affaire aux marges de la société, hein, c'est-à-dire à ceux qui sont les invisibles de la société, à ceux qui sont les marginaux de la société. Et là, c'est là où commence, là on n'est pas confronté à l'altérité de salon, hein, on est confronté à l'altération d'individus social, physiques, handicapés ou que sais-je encore. Et c'est là où, fondamentalement, il y a une difficulté. C'est-à-dire que quand nous sommes confrontés à quelque chose qui nous renvoie, alors quelque part, entre guillemets, nous renvoie à l'ordre de la normalité, hein, il y a une difficulté anthropologique, hein, alors je ne vais pas m'étendre dessus, mais en tous les cas, et vous remarquerez que le vivre ensemble, on ne parle pas des titulaires du CAC 40. Quand il est question aujourd'hui du vivre ensemble, il est question de du rapport que nous allons avoir avec les plus pauvres que nous. Hein. Les riches, si vous voulez, les riches, entre guillemets, sont en dehors de la question. Le vivre ensemble est un concept de classe moyenne. Mais parce que précisément, les riches, eux, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, c'est un ghetto, hein, c'est une communauté, comme on n'aime pas le communautarisme, mais la communauté des boursiers, elle existe. Mais quand on parle du vivre ensemble, quand je dis c'est un concept de classe moyenne, c'est un concept adressé aux classes moyennes pour qu'elles fassent l'effort d'aller vers les plus pauvres qu'elles. Hein. Mais c'est pas, on ne leur demande pas d'aller se tourner vers, en gros, les gosses de riches, quoi. Hein. Voilà, j'ai rien contre les riches. Mais enfin, c'est le pire qu'on peut souhaiter à quelqu'un de devenir riche, paraît-il. Une autre intervention, peut-être? Il y avait mademoiselle ou madame? Pardon? Madame? Je n'avais pas vu. Oui. Je vous en prie. Oui, moi je voulais juste vous remercier parce que ça fait 2 jours, c'est pas la première fois que j'ai en CNAIMO, j'avais l'impression qu'on vivait juste ensemble. Et merci pour votre intervention parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on agit ensemble. En tout cas, que ça nous invite à agir ensemble. Et ça, j'avais pas de sentiment depuis la ministre d'hier et tout ce que j'ai entendu et toutes les réactions de la salle qu'on agissait ensemble. Merci. Eh bien, merci à vous. Merci. Voilà. Allez, une dernière intervention peut-être? Il n'y a pas d'obligation, mais on peut. Sinon... Alors, je voulais juste oui. Oui. Me poser une question moi-même, parce que je suis assez familier. Ça fait un moment que on vit ensemble, et donc, justement, à propos de vivre ensemble, mais c'est la grande difficulté, c'est de vivre avec soi, déjà. Hein, et une question que je n'ai pas abordée, mais qui mériterait de l'être, sans doute à une autre occasion, c'est cette question du vivre ensemble croisée avec la question que tu connais bien, la question des réseaux. Hein. C'est qu'est-ce qui est en train de se modifier avec l'outil Internet, réseaux sociaux ou que sais-je encore. Donc c'est une question que je me pose à moi-même, mais que je vais pas y répondre puisqu'on n'a pas le temps. Oui, merci. Bon, merci Didier. Je vous propose qu'on en reste là pour cette... Merci. Merci.